La Hongrie s'apprête à commémorer le 4 juin les 100 ans de la signature du traité de Trianon. Cet événement historique retentit aujourd'hui encore sur la vie politique hongroise et sur la géopolitique de l'Europe centrale, notamment du fait des plusieurs millions de Magyars qui vivent encore, 100 ans après, dans les pays voisins, adossés aux frontières de 1920. Vous écoutez un entretien du Courrier d'Europe centrale avec l'historien hongrois Balázs Ablonczy, à qui nous allons demander de nous éclairer sur le contexte historique et les conditions de la signature du traité, pour aller au-delà du mythe. Balázs Ablonczy, bonjour. Bonjour. Alors, en Hongrie, on entend souvent parler de diktat. On dit que le traité a démembré le royaume de Hongrie, voire même dépecé. On évoque aussi souvent la plus grande tragédie de l'histoire hongroise. On a aussi en tête évidemment les images de la Grande Hongrie qui sont encore un peu partout, en forme d'autocollants à l'arrière des voitures, par exemple parfois même sur la page Facebook du Premier ministre. Je dirais qu'elle fait presque partie du patrimoine historique et culturel de la Hongrie. Mais vous, en tant qu'historien, comment vous définissez ce qu'est le traité de Trianon et quelles sont ses clauses ? Pour commencer, pour le mot diktat qu'on utilise assez souvent, en quelque sorte, c'est une retombée de discours allemand des années 20. Donc le mot diktat n'existe pas en hongrois. D'ailleurs, il y a un certain nombre de diktats. Par exemple, en Roumanie, on appelle diktat l'arbitrage de Vienne, enfin le second arbitrage de Vienne de 1940 qui rend une partie de la Transylvanie, donc la Transylvanie du Nord, à la Hongrie. Et donc dans l'historiographie roumaine, on l'appelle souvent diktat, mais ce qu'il faut savoir, c'est pas une notion historiographique. Donc c'est un traité qui a été bon gré mal gré, soyons honnêtes, était signé par la délégation hongroise au palais du Grand Trianon le 4 juin 1920. Je ne sais pas si on peut parler d'épaissage, mais c'est vrai et de tragédie dans l'histoire nationale hongroise, il y en a un certain nombre. Je pense à l'Holocauste en 1944, Révolution de 1956. Mais c'est vrai que Trianon est une étape marquante de cette histoire du XXe siècle. En ce qui concerne son rôle dans la mémoire, donc les contours dont vous avez parlé, bien évidemment, ça comprend pour une bonne partie la Croatie actuelle qui, en vérité, jouissait d'une autonomie relativement large d'ailleurs, juste avant la dissolution de la monarchie austro-hongroise. Donc, et les révisionnistes ou les irrédentistes les plus ardents de l'entre-deux-guerres n'ont pas souhaité de retrouver cette Croatie qui disposait quand même d'une assemblée nationale propre, la langue de l'administration était croate, etc., etc. Bon, il y avait des tentatives de percée du gouvernement hongrois de la période. Je pense notamment à la deuxième moitié du XIXe siècle. Par exemple, la langue officielle des chemins de fer, etc. Enfin, il y avait toutes sortes de tentatives comme ça, mais grosso modo, la Croatie n'était pas partie du royaume de Hongrie en quelque sorte, parce qu'il y avait théoriquement, il y avait un royaume de Croatie qui était pas en union personnelle, mais en quelque sorte une sorte de co-nation avec la Hongrie. Et ce qu'il faut savoir est que les observateurs français, j'ai l'impression, ont peiné à comprendre, c'est que, bien évidemment, il y avait pour cette grande Hongrie, ou qu'on appelle en hongrois Hongrie historique, Történelmi Magyarország, avait plus de 18 millions d'habitants, dont la petite moitié était hongrois, ethniquement hongrois, enfin magyar pure souche, enfin selon le dernier recensement en 1910, c'était 54% de la population. Une bonne partie d'entre eux étaient d'ailleurs avec des identités. Enfin, il y avait des juifs qui se déclaraient hongrois et après le changement d'État, ils se déclaraient slovaques ou roumains, etc. Donc c'est un terrain assez glissant, mais quand même on peut dire qu'il y avait une communauté linguistique de 10 millions de personnes au moment de Trianon, et sur ces 10 millions de personnes, il y avait à cause du traité de Trianon, il y avait à peu près 3,3 millions, 3,3 millions Hongrois de souche,
donc hungarophones, qui sont devenus des citoyens des nouveaux États, donc de la Roumanie, de la Tchécoslovaquie. Donc, ce qu'on peut dire, c'est un Hongrois sur 3 est devenu citoyen d'un État limitrophe, ce qui est une énorme perte. Donc, ça explique en quelque sorte la présence de cette perte dans la mémoire hongroise. Bien évidemment, il y a des différents degrés. Donc, les autocollants sur les voitures, il y avait une dizaine d'années, il y avait un sondage là-dessus. À cette époque-là, j'ai l'impression que c'était plus présent dans les rues, mais seulement 5% des voitures avaient un autocollant de cette forme. Depuis ce temps, j'ai l'impression que ça a diminué. Pour différentes raisons qui sont pas forcément soutenues par l'empirisme, enfin par l'étude scientifique, mais c'est juste des perceptions. Donc, et dans les 100 dernières années, à peu près sur les 100 ans, selon les estimations les plus mesurées, il y a à peu près 1 million de personnes qui ont quitté ces territoires perdus et sont venus en Hongrie, en plusieurs vagues. Une première vague après justement le traité de Trianon, entre 400 et 500 000 personnes. Après la Seconde Guerre mondiale, entre 200 000 et 300 000 personnes. Il y avait un afflux, par exemple, des Hongrois de Transylvanie, de Roumanie, à partir des années 60. Il y avait des réfugiés venant de Voïvodine, de Serbie, durant les guerres yougoslaves dans les années 90. Actuellement, à cause de la guerre en Ukraine, il y a un afflux, surtout des jeunes qui sont appelés dans l'armée ukrainienne, qui viennent de l'Ukraine subcarpatique, où également il y a une minorité hongroise. Donc, et avec cet 1 million de personnes, avec leurs descendants, avec leurs différentes, représentent à peu près 2 voire 3 millions de personnes dans la Hongrie actuelle. Donc, sur 10 millions d'habitants, il y a 2 ou 3 millions de personnes qui ont des attaches avec ces territoires perdus. Il y a un certain nombre qui s'en fichent complètement, c'est-à-dire ça ne les intéresse pas, mais il y a un certain nombre d'autres pour qui cette plaie est vivante, ils ont des ressentiments, ils ont, pour ne pas dire douleur, ils ont perdu quelque chose, ils ont dû quitter leur pays natal, enfin leur région natale ou leur ville natale, et à partir de cela, il y a un certain nombre de ressentiments, en tout cas un souvenir relativement fort de cet événement dans l'histoire publique hongroise. Mais ça ne veut pas dire que, pour ne pas confondre, ça ne veut pas dire que tous les Hongrois sont des irrédentistes, etc. Il y a 20% ou 30% d'irrédentistes dans la population hongroise, loin de là. C'est une mémoire qui est assez forte. Je sais que là, toute ressemblance est hasardeuse, mais pensons-y, comme si en Algérie, par exemple, il y avait encore, si on fait des proportions, il y avait plusieurs millions de Français francophones, parce qu'il y a encore des communautés hongroises dans ces pays, 2,2-2,5 millions d'habitants, la plus grande en Transylvanie, où ils ont un certain nombre d'institutions, ils ont leurs droits, surtout depuis les changements de régime. Mais tout ne va pas au mieux dans les meilleurs des mondes, c'est-à-dire il y a un certain nombre de régressions dans ces derniers temps. Pensons à la loi de la langue en Ukraine, ou un certain nombre de déclarations au président roumain. Donc il y a tout. Donc cette plaie est toujours on fait revivre cette plaie en quelque sorte à travers la politique actuelle. Donc ça serait trop facile de dire que les Hongrois veulent la grande Hongrie. Selon les sondages, il y a relativement peu de personnes dans la population hongroise qui veulent une restauration de la grande Hongrie. Et beaucoup sont pour l'autonomie, ou beaucoup sont pour et il faut pas oublier qu'une partie de la population hongroise, et c'est très prédéfini politiquement, est assez hostile d'ailleurs aux venus des Hongrois d'au-delà des frontières. Donc il y a je ne dirais pas xénophobie, mais presque intra-hongrois, c'est-à-dire ils viennent, ils nous piquent nos travaux, ils nous piquent notre travail, etc. Ils sont à moitié roumains, etc. Donc il y a toutes sortes d'imageries autour d'eux. Et alors il y a un paradoxe avec Trianon, c'est que
à la fois, bon, c'est très douloureux parce que c'est beaucoup de pertes territoriales pour la Hongrie, mais c'est aussi le traité qui donne son indépendance à la Hongrie, qui fait de la Hongrie un État pleinement souverain, ce qu'elle n'était pas complètement avant. Quelles réactions ont suscité à l'époque la signature du traité ici en... Bien évidemment, c'était une refus et le deuil qui a été marqué. Pas seulement la signature, mais déjà quand on a reçu la nouvelle de Paris que les conditions de paix ont été présentées à la délégation hongroise en janvier 1920, il y avait une deuil de 3 jours dans tout le pays, etc. Les cabarets, les cafés étaient fermés, il n'y avait pas de concerts, les drapeaux en berne, etc. Et le 4 juin, on s'est arrêté pour 10 minutes, demi-heure, je crois, la circulation, et les gens se sont arrêtés à Budapest au moment de la signature. Enfin, un petit peu plus en avant parce qu'ils n'avaient pas exactement quand la signature va avoir lieu. Mais la question exacte était pourquoi. Et la question que vous avez posée est très pertinente parce qu'on en a beaucoup parlé avec mes collègues. Pourquoi la joie, en quelque sorte, d'être de nouveau indépendant n'a pas pris le dessus sur le sentiment de deuil? C'est-à-dire, pourquoi on n'a pas dit en 1919 ou 1918, finalement, on est libre, on s'est débarrassé des Habsbourg. C'est magnifique. Je pense que la réponse, enfin, du moins partielle à cette question, est le fait que la révolution dite des chrysanthèmes, enfin, de gouvernement de Mihai Károlyi, en octobre-novembre 1918, qui a déclaré la République, d'ailleurs à l'époque on l'appelait République populaire sans la connotation, parce que donc on a déclaré la République pour tout comprendre. Mihai Károlyi, on peut un petit peu imaginer comme le Kerensky hongrois. D'ailleurs, on a utilisé cette dénomination dans la presse internationale dans les années 20. Donc, son gouvernement, qui est beaucoup critiqué, même aujourd'hui, et Károlyi est un petit peu la bête noire d'une partie de la droite hongroise. À mes yeux, il n'était pas un homme politique, un grand homme politique, mais il était dans une tourmente qu'il n'a pas réussi à maîtriser. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est pas que dans ce gouvernement, bien évidemment, il y avait des sociodémocrates, l'opposition de gauche, des indépendantistes du Parti de l'Indépendance, qui était son propre parti. Mais c'était pas seulement une révolution de gauche à cette époque, une gauche plutôt bourgeoise d'ailleurs à l'époque, ce qui différencie de la République des conseils communistes qui vient après. Mais c'était également une révolution de l'indépendance. Quand on regarde les images, quand on regarde les moments forts symboliques du régime, de ce court durée, on voit qu'est-ce qu'ils ont fait. On a pris en photo les vieux Honvéd, les vétérans de la guerre d'indépendance de 48-49, de 1848-49. On les a photographiés sur les estrades du Parlement. On a déboulonné les statues des empereurs Habsbourg, des rois Habsbourg sur la place des héros. Donc, un certain nombre de reines et de rois Habsbourg qui ont été déboulonnés. Il y a beaucoup de cette force gestes symboliques qui tendent vers l'indépendance. Mais comme le gouvernement de Károlyi, pour la postérité, s'est révélé être un échec total et un bouc émissaire plutôt facile d'ailleurs pour la perte du pays, pour les 2/3 du territoire, à partir de ce moment-là, il était après 1919, donc après la chute de la dictature communiste des conseils, il était plus possible de repenser dans cette perspective d'indépendance. Parce que ça a causé, enfin pour eux, ça a causé la perte du pays. Je ne sais pas si c'est compréhensible de cette manière. Donc le régime contre-révolutionnaire de l'amiral Horthy, sans être trop alléchant pour lui, mais il n'avait pas d'autre choix sur le niveau du discours politique que de faire face
aux révolutions communistes et aux révolutions de 1918, plutôt gauche bourgeoise, indépendantiste. Et avec ça, on a jeté un petit peu l'idée de l'indépendance à la poubelle. Et d'ailleurs, la forme du gouvernement, etc. Donc le royaume de Hongrie est resté un royaume sans roi, et c'était l'amiral Horthy comme régent qui était le chef de l'État. Donc il y a déjà une solution à mi-chemin entre une indépendance totale et enfin se débarrasser du royaume et de devenir indépendant. Donc c'est une histoire assez complexe, mais je pense que le refus de l'échec de la révolution des chrysanthèmes et la République populaire de Mihai Károlyi a beaucoup joué dans le fait que cette idée de l'indépendance enfin n'a pas gagné du terrain après le traité de Trianon, et d'ailleurs la perte était trop grande. C'est-à-dire quand même, comme je disais, un Hongrois sur trois. Bien évidemment, pour les Roumains, Slovaques, Serbes, c'était le moment de la libération nationale, ce qui est tout à fait compréhensible, et pour eux, c'est une histoire du salut national, c'est-à-dire après l'oppression, entre guillemets, oppression hongroise, ils ont obtenu leur indépendance, ou enfin leur État national, et ce qui va complètement contre l'idée hongroise de débâcle, défaite, tragédie nationale. Pour eux, c'est l'avènement d'un futur meilleur. Donc les deux discours sont complètement opposés. Le 4 juin sera désormais une fête nationale célébrée en Roumanie. Oui, enfin, une fête nationale, c'est bon. J'aime pas trop de parler de la politique actuelle, mais c'est un peu désolant. C'est une surenchère un petit peu, parce que la prochaine fois, qu'est-ce qu'on fait? On fait déjà d'ailleurs le parti d'extrême droite Mirozánk a déjà proposé qu'on fasse. Je crois qu'ils ont déjà proposé, mais en tout cas, j'ai lu sur un portail proche d'eux qu'on fasse justement de ce second arbitrage de Vienne, le 30 août 1940, qu'on en fasse une journée mémorielle. C'est-à-dire, il y a une surenchère, alors que les Roumains, qu'est-ce qu'on va y apprendre? Ça sera jamais fini. Donc c'est un acte gratuit qui est d'ailleurs assez offensant pour les Hongrois de Transylvanie, de Roumanie, à mes yeux. Enfin, je me limite à ça. Je préfère parler de l'histoire que du présent. Quand on parle de Trianon en Hongrie, inévitablement, c'est souvent sous l'angle des responsables, voire des coupables. Donc on a parlé de Mihai Károlyi. Est-ce que vous pouvez nous dire qui sont les négociateurs hongrois à Versailles et qui sont ceux qui signent in fine le traité? Parce que quand il est signé le 4 juin, c'est Miklós Horthy qui est déjà au pouvoir. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous raconter qui sont les négociateurs hongrois, qui signent le traité, et aussi évidemment dans quel contexte se déroulent les négociations? On a souvent dit que la partie hongroise avait été maltraitée, contrairement aux Roumains qui a fait beaucoup d'entrisme et qui avait un réseau diplomatique beaucoup plus fort. Voilà, comment ça se passe à cette époque au Palais du Grand Trianon? Le problème essentiel, c'est que la conférence de paix s'ouvre en janvier 1919 à Paris, et la délégation hongroise n'arrive à Paris qu'un an après, donc en janvier 1920. Donc il y a un an qui découle, et la Hongrie, que ce soit le gouvernement d'ailleurs pro-wilsonien, pro-entente de Mihai Károlyi, que ce soit la République communiste de Béla Kun, ou d'autres gouvernements contre-révolutionnaires, ne sont pas invités à Paris. Le prétexte est qu'ils n'ont pas la légitimité populaire, donc il n'y a pas des élections. Je fais remarquer que le gouvernement qui est finalement invité, le gouvernement Huszár, n'a également pas de légitimité politique, c'est-à-dire les élections n'auront lieu qu'en janvier 1920. C'est-à-dire, il y a un an qui découle, et il y a beaucoup de choses qui sont jouées par ces temps. C'est inutile de rappeler aux auditeurs, c'est-à-dire que le traité de Versailles est signé avec l'Allemagne, qui est en quelque sorte la moulure
de tout le système. C'est-à-dire, quand on regarde le traité hongrois, le traité autrichien, le traité bulgare, c'est à peu près la même chose en ce qui concerne, bien évidemment, pas les clauses territoriales, mais le nombre de l'armée permise à ces pays. Mais pour les autres, pour la Ligue des Nations, pour la Société des Nations, pour les clauses juridiques, c'est à peu près la même chose pour tous les pays. Donc il y a déjà le traité de Versailles signé, le traité de Saint-Germain-en-Laye avec les Autrichiens signé en septembre 1919. Et le traité avec la Bulgarie est également signé à Neuilly. Donc il y a deux anciens belligérants qui restent, la Turquie, l'ancien empire ottoman, qui est une histoire compliquée, et la Hongrie. Et donc là, quand la délégation hongroise de ce gouvernement contre-révolutionnaire, mais qui a pris le pouvoir après cette tentative communiste, enfin bon, il y avait des interludes, mais je ne vais pas ennuyer les auditeurs. Ce gouvernement contre-révolutionnaire envoie cette délégation de paix à Paris, qui est dirigée par le comte Apponyi, qui est un personnage politique important de la période, un comte, donc un politicien de droite. Et d'ailleurs, dans la délégation de paix, dans la délégation hongroise, on retrouve les personnages du futur régime Horthy de l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire Irpal Teleki, 2 fois Premier ministre, István Bethlen, délégué général, qui sera Premier ministre pendant 10 ans, pendant tous les années 20. Il y a un certain nombre de futurs ministres, futurs diplomates, futurs présidents de la Banque nationale hongroise, etc. Donc c'est le futur élite du pays, en quelque sorte. Mais c'est eux qui signent. En fait, ils ont trouvé, pour signer justement, ils ont trouvé 2 personnages complètement insignifiants du gouvernement, le ministre du Travail, nommé à gauche Bénard, et le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, un personnage complètement oublié. On a retenu son nom à cause de cette signature, et un romancier raté à la fois, c'est Alfred Droschel-Hazar, qui était un diplomate. Donc eux donc c'est pas Apponyi, pas Teleki, pas le comte Bethlen, c'est eux qui signent la paix, dont les clauses territoriales contiennent, comme je disais, une perte de territoire de 2 tiers du territoire de la Hongrie, à peu près 2 tiers de territoire, sans la Croatie. Avec la Croatie, c'est plus de 2 tiers, c'est 72%, je crois. Enfin bon, soyons, mesurés. Et c'est pour le territoire. Et sur une population de 18 000 habitants, la Hongrie, 18 millions d'habitants, la Hongrie perd à peu près 57% de sa population. Mais ils sont pas tous hongrois, ceux qui sont perdus, comme je disais tout à l'heure. À peu près le 30% de la population des territoires perdus est d'origine ethnique hongroise. Le problème, s'il y a une injustice, une mauvais emploi de la disposition des peuples, de la volonté des peuples de disposer d'eux-mêmes, c'est que sur ces 3,2 millions de Hongrois qui restent dans les États limitrophes, à peu près la moitié, donc 1,5 million, 1,6, vivent juste à côté de la frontière, c'est-à-dire sur une bande de 20 à 30 kilomètres juste à côté de l'autre côté de la frontière. Donc si on avait un petit peu plus de sens de la justice ou à Versailles, si on avait dit les frontières nord-sud et surtout est de la Hongrie d'après-guerre, on les élargit un petit peu avec 20 ou 30 kilomètres, ça aurait été le problème de la minorité ethnique hongroise aurait changé d'échelle en quelque sorte. Donc à partir de ce moment-là, on ne parle pas de 3,2 millions de Hongrois perdus, mais 1,5 million, 1,6 million, ce qui est beaucoup, certes,
et ce qui signifie la perte d'une bonne partie de la Transylvanie, par exemple, avec la terre des Sicules qui se trouve à l'est et qui est majoritairement, même à l'époque, presque exclusivement hongrois, et des villes comme Kolozsvár, etc. Mais ça aurait été peut-être une décision plus juste. Pourquoi on a décidé comme ça? Juste il y a deux choses à mes yeux. Dans l'ouest du bassin des Carpates, donc dans l'ancien royaume de Hongrie, les faiseurs de paix ont penché, et les États successeurs ont beaucoup insisté sur le rôle des rivières, essentiellement le Danube pour la délégation tchécoslovaque et la Drava pour la délégation yougoslave, donc à cause des frontières, parce qu'ils voulaient des rivières. Les Tchécoslovaques, ils voulaient avoir à tout prix une partie du Danube navigable, utilisable pour lui. Et dans partie est du pays, les frontières ont été, à mes yeux, pour le tracé des frontières, ce qui était essentiel. Ce n'était pas justement les proportions ethniques, forcément, mais c'est les chemins de fer qui ont été la base de la réflexion stratégique de la période. Donc, il n'y a pas véritablement d'aviation, aviation civile à cette époque-là. Donc, on ne peut pas transporter un grand nombre de personnes en avion. Les routes sont assez rudimentaires. Donc, pour pouvoir acheminer des marchandises et des hommes, à comprendre des armées, il faut des chemins de fer. Et pour ça, il était stratégique, par exemple, pour la Roumanie, le chemin de fer Sătmár-Németi, donc Satu Mare, Nagyvárad, Oradea, qui passe juste à l'autre côté de la frontière, mais on retrouve des situations similaires dans le cas de la Tchécoslovaquie et de la Yougoslavie également. Et c'est pour ça que souvent, juste de l'autre côté de la frontière, du mauvais côté si j'ose dire, à 5 ou 10 km, on va trouver Košice, qui est aujourd'hui en Slovaquie, Oradea, Timișoara et Arad, qui sont aujourd'hui en Roumanie, Subotica en Serbie, et ces villes qui étaient reliées par une ligne de chemin de fer. Exactement. Okay. Ces villes sont devenues d'ailleurs des villes. Bon, Kassa est une ville majoritairement slovaque depuis, donc il n'y a pas. Donc actuellement, pour différentes raisons, expulsion des Hongrois, départ, changement d'identité, parce que ça existe aussi, l'industrialisation des années 60-70, la population hongroise de Kassa est moins de 5%, mais la ville a augmenté c'était une ville de, 50 000 habitants en 1920. Aujourd'hui, il y a entre 200 et 300 000 habitants. Et c'est un petit peu la même chose pour Oradea. Plus de 80% de Hongrois, même presque plus de 80% de Hongrois en 1910. Aujourd'hui, ils sont aux alentours entre 20 et 25%. Parce que la ville a grandi, parce qu'on a déporté les Juifs hongrois en 1944, donc l'administration hongroise les a déportés, et il y a une industrialisation et un afflux massif des ouvriers, forcément et majoritairement roumains venus des campagnes pour bâtir des villes et des usines. Donc je reviens aux négociations et aux négociateurs hongrois. Comment se fait-il si du coup c'est l'administration, si ce sont des envoyés de Horthy qui vont négocier et finalement signer le traité? Comment se fait-il que c'est Horthy lui-même qui va régenter la Hongrie pendant toute l'entre-deux-guerres, qui va être le promoteur d'une politique irrédentiste? C'est un petit peu la même chose. Enfin, je ne veux pas être toute ressemblance sont trompeuses, mais c'est un petit peu l'histoire du maréchal Pétain. Donc, c'est lui qui signe. Enfin, c'est lui qui met en vigueur l'armistice de Rotonde et tout ce système, son système, qui est théoriquement un système de, entre guillemets, renouveau national. Forcément, c'est lui qui signe l'arrêt de mort de la France d'avant-guerre, enfin de la Troisième République en quelque sorte. Enfin, bien évidemment, il y a les situations sont différentes, etc. Donc, le régime Horthy, et c'est en partie, j'ai répondu à cette question en parlant sur cette idée de l'indépendance, pourquoi ça n'a pas prédominé, parce qu'il fallait trouver quelqu'un. C'est nous qui signons la paix, donc il fallait d'abord rejeter la responsabilité vers l'arrière
Mais il faut dire que quand on rejette la responsabilité, il y avait des responsabilités vers l'arrière. C'est-à-dire que les hommes politiques qui ont arrivé au pouvoir à l'automne 1918 n'ont pas été à la hauteur. C'est vrai que les autres non plus. D'ailleurs, l'ancienne classe politique a été complètement dépréciée et mise à l'écart pour un certain temps parce qu'ils se sont avérés d'être incapables de gérer la situation en quelque sorte. Mais le gouvernement de Mihai Károlyi avait beaucoup trop de choses à faire, dans le sens qu'il y avait une réforme du suffrage, réforme agraire, réforme de la législation sur les nationalités, par exemple, parce qu'ils ont voulu instaurer des autonomies pour les Slovaques, pour les Ukrainiens, enfin pour les Ruthènes, même pour les Roumains qui vivaient en Hongrie. Donc des changements d'envergure, de très grande envergure. Et en plus, il y avait une chute spectaculaire, il y avait une chute politique, c'est-à-dire la décomposition de la monarchie austro-hongroise. Il y avait une chute économique, on n'en parle pas trop, mais dans l'approvisionnement public et dans l'économie, il y a des énormes problèmes, notamment en ce qui concerne l'acheminement des vivres et du charbon, qu'on oublie trop souvent en parlant de cette période. Donc, ils n'étaient pas à la hauteur, mais il y avait, à mon avis, très peu de gouvernements qui auraient pu être à la hauteur. Et donc, le gouvernement, et ils ont négligé en quelque sorte la défense armée du pays, ne serait-ce que les territoires ethniquement hongrois, majoritairement hongrois. Donc, un certain nombre de responsabilités a été rejetées sur eux. Et à tort ou à raison, et à partir de ce moment-là, le régime Horthy, d'abord d'une manière un petit peu prudente, et à partir de la deuxième moitié des années 20, d'une manière moins prudente, a pu dire qu'on était contraint de signer cette paix, mais nous, finalement, on ne veut pas y résigner. Donc, et visiblement, la population hongroise avait accepté cette explication. Donc, on voit une déchéance des oppositions de gauche, que ce soit les sociodémocrates ou des libéraux durant cette période des années 20, justement. D'ailleurs, eux aussi, ils étaient pour une révision des frontières. C'est-à-dire, quand on regarde les écrits sociodémocrates et libéraux de la période, ils étaient beaucoup plus pour une Hongrie, une révision ethnique des frontières, c'est-à-dire que les territoires à majorité hongroise retournent à la Hongrie, tandis que le gouvernement de droite, de plus en plus à droite du régime Horthy, était plutôt pour une révision intégrale, c'est-à-dire on veut tout reconquérir, même les territoires qui n'ont pas été avec une majorité hongroise, mais toutes les forces politiques ont été plus ou moins d'accord sur qu'ils soient de l'opposition du gouvernement, qu'ils étaient d'accord qu'il faut une révision des frontières. Et donc, quand ça arrivait à la fin des années 30, il n'y avait pas beaucoup, quand on regarde les journaux, même les intellectuels de gauche, savoir le journal des sociodémocrates est très enthousiaste sur le retour de Kolozsvár à cette période. Pourtant, c'était géré en partie par l'Italie fasciste et l'Allemagne nazie et les sociodémocrates, parce qu'ils auraient pas pu dire qu'on ne veut pas de Kolozsvár, pas de Kolozsvár si ça vient de la main des Allemands. Ça a été impensable à cette période. Avant cette opportunité qui a été prolongée la Seconde Guerre mondiale, est-ce qu'il y a eu des tentatives de révision du traité de Trianon par Horthy? Emmanuel de Marton, le géographe français qui a dessiné les frontières, lui-même laisse entendre qu'il fallait peut-être revoir un peu les choses. Je lis un court extrait où il écrit « L'état présent ne paraît pas offrir des garanties de stabilité telles qu'un retour en arrière ne soit pas possible », tout en expliquant que l'amertume ressentie a dépassé tout ce qu'on peut imaginer et a fait des dominateurs, abreuvés d'humiliation, un élément de trouble politique inquiétant dans l'Europe centrale. Oui, enfin, j'imagine qu'il a écrit ça dans les années 30, parce que dans les années 20, quand il a secondé
entre autres, à part la délégation française à la conférence, il a également secondé la délégation roumaine, c'est-à-dire ils ont utilisé ces cartes, les cartes d'Emmanuel de Martonne. Et d'ailleurs, ils étaient, on lui a fait un docteur honoris causa à l'université de Cluj, même il y a des rues à son nom dans différentes villes de Roumanie, etc. Donc il a tenu héros national. Qu'il a une hostilité vis-à-vis des Hongrois. J'ai retrouvé les traces. Pourquoi cette hostilité? Enfin bon, c'est un petit peu anecdotique. Comme il s'est occupé de la morphologie des Carpates du Sud, c'était sa thèse doctorale. Il a été, en 1906 ou 1907, il a été pris pour un espion par la gendarmerie hongroise à Orshova, qui se trouve actuellement en Roumanie. Et il a été arrêté par la gendarmerie. Bon, c'est pas très très gentil. Et j'ai retrouvé le télégramme, ce qu'il a envoyé à un collègue hongrois en allemand, bien évidemment, parce qu'il parlait pas hongrois. Et j'imagine que à Orshova, on n'était pas très content qu'on envoie des télégrammes en français à l'époque. Et délivrez-moi, enfin justifiez-moi, je suis pris par les gendarmes. Donc peut-être cette histoire un petit peu anecdotique qui a tourné contre les Hongrois. Enfin, il est considéré par les géographes hongrois de la période actuelle d'ailleurs, qui s'occupe de l'histoire de la géographie, comme une personnage pro-roumain dont les qualités scientifiques ne font pas doute d'ailleurs. Donc il a écrit des choses valables sur les Carpates, sur l'Europe centrale, sauf que son activité en tant qu'expert à la conférence de paix a laissé beaucoup de remords. Horthy, bon, cette histoire de révision entre les deux guerres, surtout après 1927, quand la Hongrie a conclu un pacte d'amitié avec l'Italie, a été une ambition assez ouverte de la politique hongroise, pas seulement de Horthy, mais des autres. Et il y avait plusieurs petites tentatives dans le cadre dans les négociations qui suivent, par exemple le plan Tardieu ou le plan Briand à la fin des années 20, début des années 30, qui n'ont pas abouti parce qu'il y avait un ordre différent des souhaits. C'est-à-dire la diplomatie française a sorti cette offre et a dit que finalement, ça sera bien un système, pas forcément de l'Union européenne, mais un système de douane préférentielle entre ces pays, pas une confédération forcément, mais c'est une union plus rapprochée, etc. Et la réponse toujours était de la part des Roumains, tchécoslovaques, pour la plupart du temps. C'est très bien, on y va. On voulait que les Hongrois en soient exclus ou pas, mais surtout, on parle pas de questions territoriales. On parle d'abord du système et on parle peut-être après, dans le futur, si vous en voulez, bon, éventuellement. Et l'ordre des choses était complètement différent pour la partie hongroise. Ils ont dit, OK, bon, on veut bien, mais d'abord les changements territoriaux et après on peut parler de systèmes préférentiels ou des taxes préférentielles, etc. Donc il y avait un ordre complètement inverse. Grosso modo, enfin, il y avait plusieurs différences pour les différents plans, mais grosso modo, c'était l'attitude des pays. Et j'ai l'impression que la diplomatie française a senti au début des années 30 qu'il y avait une trou au milieu du système de sécurité français en Europe centrale, avoir la petite entente et la Pologne, etc., que les communications, etc., que la Hongrie représente un danger à cause de ces pertes de territoire. Et ils ont voulu gérer cette situation par ces plans, par un emprunt prêté par le gouvernement flandin. Enfin, ils ont acheté des emprunts hongrois au moment de la crise mondiale, etc. Enfin, il y avait différentes politiques, mais la révision territoriale telle qu'elle est a été mise sur la table très clairement au moment de Munich. Au moment de Munich, à partir de 1938, quand en 3-4 étapes, la Hongrie a reconquis ou réannexé une partie des territoires perdus, pour la plupart du temps avec une majorité de la population hongroise. Donc à partir de ce moment, tous les territoires perdus n'étaient pas retournés, mais en 4 étapes, on a retrouvé à peu près 50 000 km² avec
avec plus de 15, même plus, pardon, 80 km², avec un petit peu plus de 5 millions d'habitants, dont la majorité relative était hongroise. Je veux dire, la population était en majorité relative hongroise, en 45%. C'est essentiellement la Bačka en Voïvodie. Bačka au sud de la Slovaquie, en ancienne Slovaquie, la Haute-Hongrie, la Ruthénie subcarpatique, le nord de la Transylvanie et le Bačka. Éventuellement, par exemple, dans le Bačka, la population hongroise ne représentait plus que à peu près 30% de la population. Donc là, ils étaient en majorité toute relative parce qu'il y avait des Serbes, des Allemands, des Croates, etc. Donc c'est une région était à l'époque une région assez mixte, enfin de point de vue ethnographique. J'évoquais Emmanuel de Martonne, on peut passer je pense de Martonne à Georges Clemenceau, qui est un personnage tristement célèbre en Hongrie. Une légende en Hongrie veut que Clemenceau détestait la Hongrie et les Hongrois parce que sa propre belle-fille était hongroise, il la supportait pas apparemment. Est-ce que ça c'est un mythe absolu ou est-ce que ça fait une vérité ou... J'ai écrit un bouquin il y a 10 ans sur les légendes autour du traité de Trianon qui a été un beau succès, donc qui a peut-être fait connaître mes travaux devant un public plus large. Et quand j'ai commencé un petit peu à gratter cette histoire, je me suis dit bon, ça doit être un bobard, mais finalement j'ai trouvé donc effectivement Georges Clemenceau avait une belle-fille d'origine hongroise qui a marié son fils Michel Clemenceau. Ils se sont divorcés pendant la guerre. Mais quand on regarde la correspondance de Georges Clemenceau, d'ailleurs, il aimait visiblement beaucoup sa belle-fille. Et d'ailleurs, même après la séparation, cette ancienne Madame Clemenceau est restée avec la famille, est mort dans le château des Clemenceau en Vendée au début des années 80, à l'âge de, je sais pas, 101 ou 102 ans, donc très très âgé. Ce qui signifie pour moi que cette mauvaise opinion sur les Hongrois n'était pas forcément valable. À vrai dire, Clemenceau était extrêmement désagréable avec un petit peu tout le monde. Hein. Donc c'était les Romains non plus. Pardon, il détestait Bratianu. Il détestait le premier ministre roumain. Il disait, je ne vais pas voir ça, mais il disait des choses extrêmement méchantes sur Raymond Poincaré également. Ma préférence, c'est là, je ne peux pas citer en français. Qu'est-ce que cette partie-là de l'estomac qui vésicule, non, qu'on enlève parfois parce que ça peut... L'appendicite. Oui. Donc il disait qu'il y a deux choses superflues dans la vie. Il y a l'appendicite et Poincaré, parce que c'était le président de la République. Donc c'était quelqu'un d'extrêmement désagréable. Mais il avait en tête avec tout le monde, mais il avait en tête des intérêts stratégiques de la France. C'est-à-dire qu'on veut ce qui était d'abord la sécurité. Bon, je ne vais pas raconter toute cette histoire de la diplomatie française parce que tout le monde connaît un petit peu ça. Et par rapport à cela, la décision, c'était de renforcer la Roumanie avec des territoires énormes de la Hongrie. Donc, pensons au fait que la Transylvanie perdue est plus grande que la Hongrie après Trianon. Donc, c'est 102 ou 103 000 km², tandis que la Hongrie, d'après Trianon, c'est 92, 93 km². Donc, il y a une volonté, une exigence de la sécurité, mettre une barrière à l'est, c'est-à-dire pour stopper les Allemands, aller plus vers l'est et stopper l'Europe centrale, faire un blocage bolchevique qui voulait éventuellement envahir la Hongrie. Et éventuellement menacer l'Allemagne pour du dos, ce qui était avant la tâche assignée à la Russie, mais comme la Russie est devenue un pouvoir communiste qui ne voulait pas entrer dans le jeu diplomatique, à cet égard, il était évident qu'on crée un nouveau système d'alliance en Europe centrale. Et les Hongrois étaient les plus grands, plaignant de ceux qui ont supporté subi le plus de pertes durant cette transformation.
qui ont fait les frais des intérêts stratégiques, géostratégiques à l'époque de Tout la à fait, France. oui. Ce qui explique le fait que la France est désignée comme le principal pays responsable. Par l'opinion publique, mais il faut savoir que, donc, bon, peut-être le rôle de Clémenceau, mais le fait que la conférence de paix ait eu lieu à Paris, mais il faut savoir que la Grande-Bretagne ou l'Italie a également joué son rôle. Ils ont donné leur accord. Et quand on regarde les propositions de frontières que les experts ont préparées, il n'y a pas des différences énormes entre la proposition américaine, britannique et française. C'est-à-dire, bon, les Français sont plus, les plans français sont plus, plus cléments envers les Roumains ou envers les Tchécoslovaques. Il y a pas, donc les Américains ne voulaient non plus attacher ces Kaifel, c'est-à-dire la terre des éclairs sicules à la Hongrie. Donc c'est des différences de 10-20 km parfois, même pas. Et ça dépend des pays. D'accord. Donc là, on va faire un saut dans l'histoire et arriver aux années 90 et post-90. Aujourd'hui, la droite hongroise est au pouvoir depuis 10 ans, avec parfois certaines tentatives de réhabiliter un peu, de s'appuyer sur l'héritage de la droite de l'entre-deux-guerres et du horthisme. Quelle est la doctrine du Fidesz, le parti de Viktor Orban, vis-à-vis des minorités hongroises, et quelle est sa politique mémorielle vis-à-vis du traité de Trianon? Je suis pas un politologue, à vrai dire. Donc, ce que je dis, c'est les impressions d'un simple lecteur de journaux, en quelque sorte. Premièrement, c'est vrai que le gouvernement s'appuie sur ces communautés hongroises d'au-delà de la frontière d'une manière symbolique et pas symbolique, appuie sur eux très fortement, droit de vote, des subventions qui vont en masse. C'est 10 fois plus d'argent qui va en Transylvanie ou en Slovaquie ou en Serbie depuis 10 ans qu'avant 2010 sous le gouvernement de gauche. Et on ne peut pas aller en Transylvanie ou en Slovaquie, même dans les villages les plus perdus, les plus petits, on trouve des affiches, des placards, etc. Rénovés sur une crèche, rénovés avec l'aide du gouvernement hongrois sur l'église, etc. Enfin, il y a beaucoup de subventions qui y vont. Et par rapport à cela, il y a des médias qui sont achetés, etc. Et les partis hongrois, parce qu'il y a des partis hongrois dans ces pays-là, qui sont le plus souvent représentés dans le Parlement, souvent ils sont présents dans les gouvernements. À Bratislava ou à Bucarest, pas à Belgrade parce qu'ils sont pas très nombreux, ils sont pas une force politique importante. Donc ces partis-là sont visiblement tous des alliés du Fidesz. Donc pourtant Fidesz avait des problèmes avec, par exemple, RMDS, donc le parti hongrois de Roumanie. Il y avait un certain nombre de tensions avant 2010 et même après 2010, il y avait des tentatives de fonder des nouveaux partis, etc., qui se sont révélés d'être un échec. Mais donc on peut dire que Fidesz a très habilement d'abord étendu son champ de manœuvre dans cette partie-là. Il faut dire qu'avec le droit de vote, c'est plutôt un geste symbolique à mes yeux, parce que quand on regarde les chiffres, éventuellement ces Hongrois peuvent, pas tous, parce que pas les Hongrois de Slovaquie, mais les Hongrois de Roumanie peuvent voter à des élections législatives en Hongrie je crois que c'est par correspondance. Mais quand on regarde les chiffres, c'est peut-être éventuellement 2 sièges de députés qui en découlent, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont reçu la citoyenneté hongroise, mais ils sont pas la nationalité hongroise. Ils vont pas forcément voter, mais c'est vrai que ceux qui votent dans une majorité écrasante pour Fidesz. Mais c'est pas on a souvent une vision, etc.
on est envahi par des Transylvains, etc. C'est pas vrai. D'ailleurs, cette institution, d'une manière ou d'une autre, existe dans d'autres parties du monde. Pensons à l'Italie, pensons aux députés de l'étranger, ce qui est une chose un peu différente, je vois, mais je l'accorde, mais le système que des gens vivant à l'extérieur du pays élisent des députés, c'est pas une histoire complètement inconnue dans cette histoire. À mes yeux, il y a forcément, surtout dans le langage, et à comprendre dans les journaux, etc., il y a des signes du parti au pouvoir de pouvoir vouloir restaurer le régime Horthy, mais rassurez-vous, contrairement à ce qu'on lit par exemple dans Le Monde, je me permets cette piqûre, il n'y a pas de statut public de l'amiral Horthy à Budapest. Il y a un statut qui a été érigé par un pasteur d'extrême droite sur les estrades de sa propre paroisse, mais il n'y a pas de statut et il n'y a pas de nom de rue dans la capitale et il y en a très très peu à la campagne, un ou deux plutôt dans des petits villages. Donc il s'agit plutôt d'un jeu en quelque sorte. Et d'ailleurs, quand on y pense, c'est un petit peu osé. Donc, l'élite politique hongroise, après la transition démocratique, n'a pas profité de la situation de la dissolution de la Tchécoslovaquie, de la dissolution de la Yougoslavie, de l'éclatement de l'Union soviétique en disant on veut avoir nos territoires perdus. À aucun moment, au niveau gouvernemental, parce qu'il y avait des petits partis, surtout de l'extrême droite ou de la droite radicale, qui ont dit qu'on veut... Mais au niveau du gouvernement, que ce soit des gouvernements de droite ou de gauche, ils n'ont pas dit qu'on veut reconquérir nos territoires perdus. Ils ont toujours misé sur l'intégration européenne, sur l'OTAN, etc. Tandis que je ne veux pas être extrêmement méchant et je ne veux pas juger, donc ce n'est pas un jugement que je porte, mais l'élite politique de Bucarest parle très très ouvertement du rattachement de la Moldavie, donc de l'ancienne Bessarabie, à la Roumanie, c'est vrai, qui est en majorité habitée par des roumanophones, que ce soit des Roumains ou pas, enfin, il y a un flottement quand même. Est-ce que tous les roumanophones veulent devenir des Roumains? Il y a des questions qui se posent. Tandis qu'ils ont d'ailleurs, eux aussi, ils ont leur double nationalité, leur passeport, etc. Ce qui fait que la Roumanie n'a pas trop hurlé quand exactement. A octroyé le exactement. Et un petit peu la même chose pour la Serbie. Parce qu'il y a beaucoup de citoyens serbes qui ont leur passeport allemand, etc., à cause des travaux à l'étranger, etc. Donc c'est un phénomène qui existe dans ces pays. La Slovaquie et l'Ukraine ils ont carrément refusé, donc ils se sont mis sur une position assez stricte. Donc je ne veux pas dire que l'élite politique hongroise soit la meilleure au monde, loin de là. D'ailleurs, je pourrais en parler des heures. Mais au niveau de la stratégie et des déclarations publiques, bien évidemment, il y a un certain nombre d'allusions à cela, à l'autonomie, etc. Et même des allusions un petit peu plus, mais on n'a jamais déclaré depuis 30 ans qu'on veut reconquérir tel ou tel territoire. Donc il y a quand même toujours une prudence à cet égard, parce qu'il y a un sentiment de petite entente, en quelque sorte, peur de la petite entente, de la reformation de la petite entente à l'intérieur de l'élite politique hongroise. Donc il y a eu un abandon total de toute politique révisionniste. Il n'y a pas un seul parti politique qui réclame une révision des frontières, ou alors peut-être le petit parti d'extrême droite Mihozank, qui avant Jobbik, qui était assez même dans les textes, quand on regarde les programmes politiques, il n'y en avait pas tellement.
Ils ont parlé d'alliance avec les Croates, les Polonais, etc. Ils n'ont pas trop parlé sur alliance avec nos entre guillemets frères d'Europe, d'Asie centrale, etc. Ils n'ont pas parlé de révision des frontières dans le programme politique officiel édité aux élections. C'est une autre chose que dans des déclarations publiques, au moment des meetings avec des activistes, etc. Il y en avait un certain nombre de déclarations comme ça, mais depuis le glissement de Jobbik vers l'opposition de gauche, ils ont complètement cessé cette forme de double langage. En revanche, la question des minorités reste fortement polarisante sur l'échiquier politique. Je voudrais revenir sur un événement récent qui était l'inauguration du stade Puskás au mois de novembre. Oui. Où l'hymne national hongrois retentit, les gens se lèvent, rien d'extraordinaire. Et ensuite, le stade entonne un chant qui a été écrit par un groupe de rock nationaliste et qui est devenu l'hymne, un peu le chant du stade de Dunaserdahely, d'un club de foot hongrois en Slovaquie. Bon, c'est une chanson qui raconte un peu l'appel des minorités hongroises à la mère patrie, à l'aide de la mère patrie, qui pourrait être, qui est un chant mélancolique de la Grande Hongrie, disons. Le stade se lève pour entonner le chant et un journaliste de Index refuse de se lever et va ensuite écrire un article en ironisant un peu sur la situation, un peu sarcastique pour moquer la situation en disant je ne me suis pas levé, je me lève pour l'hymne national mais pas pour cette chanson dont je ne sais pas ce qu'elle représente. Il était attaqué de manière, ensuite il y a eu une campagne de presse contre lui absolument terrible où il y a eu quelques portraits dans Budapest où il était traité d'agent d'Israël et il y a eu des articles dans le Magyar Nemzet, le journal semi-officiel du gouvernement disons qui expliquait que ces gens-là on ne sait pas trop qui étaient ces gens-là, la gauche libérale, peut-être aussi les juifs, ces gens-là sont incapables de faire preuve d'empathie avec les gens des minorités, ils sont incapables de comprendre notre sentiment national, ils n'appartiennent pas à la nation, tout simplement. Et plus récemment, on a vu au Parlement la députée de gauche Timea Sabo qui a déclenché l'ire de la droite en critiquant la politique d'envoi des masques de protection faciale par Budapest vers les pays voisins où se trouvent des minorités hongroises. On voit qu'à chaque fois ça déclenchait des réactions extrêmement fortes. Je séparais les deux choses parce que pour la députée, j'ai trouvé sa déclaration assez maladroite dans la situation qui était... Et pour le chant en question, je dirais, c'est devenu un hymne semi-officiel au moment des matchs de foot, mais c'est très intéressant. Je ne pense pas qu'il soit des allusions dans ce chant que je connais pas trop. Je suis pas un fan de foot. C'est un très beau morceau d'ailleurs entre parenthèses. Bon, mais il n'y a pas une chose expressément. La chanson s'intitule Neelculed, donc sans toi, et s'intitule et ne s'adresse pas, ne parle pas de la Grande Hongrie. Il y a des allusions qu'on a du même sang, etc., qui fait allusion d'ailleurs au livre de jungle, livre de la jungle, etc. Il y a des connotations. Donc ça s'appuie sur si on peut y coller une quelconque signification, à part le fait qu'il est joué chanté par les supporters d'un club hongrois de Slovaquie est devenu en quelque sorte gagner une teneur assez grande. C'est une chanson, c'est vrai, comme vous avez dit, mélancolique. À la rigueur, ce genre de campagne de presse est toujours désolante, d'ailleurs. Il y a surtout... mais il y avait... Mes amis étaient présents, d'ailleurs, au moment de ce match, parce que c'était le match d'ouverture du Stade Puskás.
Et il y avait beaucoup de monde qui ne s'est pas levé, d'ailleurs. Parce qu'ils n'ont pas compris, ils ne connaissaient pas, etc. Donc mes amis m'ont dit, écoute, autour de nous, personne ne s'est levé, ou la moitié, parce qu'ils n'ont pas compris, ils ne connaissent pas la chanson, ils ne connaissent pas les paroles, ils se sont pas levés, d'autres se sont levés. Le fait qui a déclenché le déclic, c'est que ça a été écrit dans l'index. Et d'une manière, comme vous avez dit, ironique. Donc il y a, à partir de ça, un problème, une situation qu'il est très difficile de prendre parti. J'aimerais pas trop parce que d'une partie, c'est peut-être pas très judicieux non, enfin, je veux pas entrer dans cette histoire parce que ça déclenche une énorme, l'article en lui-même et de même que les déclarations de Tima Sabon, on peut ne pas être d'accord. C'est vrai que c'est maladroit, c'était moqueur, mais le fait que ça déclenche des réactions aussi vives, c'est que si vous ne compatissez pas avec le sort des minorités hongroises, vous n'appartenez pas à la nation. C'est aussi radical que ça, parfois. Oui, mais c'est ce qu'il faut voir, comme je disais, il y a quand même une bonne partie de l'opinion politique hongroise qui a des ressentiments vis-à-vis des Hongrois vivant à l'étranger. Je ne dis pas que c'est une bonne chose. Je dis simplement que le phénomène existe et les sondages le montrent. C'est-à-dire, et on peut lire sur Facebook ou n'importe quoi, l'expression verbale du fait que les Transylvains, c'est vous qui tenez Orban au pouvoir, etc. Tandis que c'est pas forcément vrai de point de vue électoral, je veux dire. Donc il y a tous les décideurs doivent prendre en considération le fait que c'est très facile de dire que c'est quelqu'un dehors de la nation. Tandis que, à mon avis, le critère d'être hongrois, c'est de se sentir hongrois et c'est-à-dire appartenir à une communauté, parler sa langue et se déclarer hongrois. Et à partir de cela, il y a un certain nombre de symboles comme l'hymne, le drapeau, etc. Mais à partir de cela, c'est assez large. Je crois, le chant de manœuvre. Donc, moi non plus, je ne connais pas tellement les paroles. Enfin, j'ai regardé après les paroles de Neil Kuled. Que ça, très franchement, les stades de foot n'étaient jamais les endroits idéaux pour un débat équilibré sur quoi que ce soit, ou sur presque rien. Donc, à partir de cela, c'est une histoire désolante, mais qui montre là un petit peu, et je termine sur cette note, qui montre le niveau assez bas du discours public en Hongrie. Le 4 juin, il y a des commémorations qui sont prévues pour le centenaire. Alors sans doute perturbées par le fait que de cette épidémie qui a bouleversé pas mal de plans. Un grand mémorial doit être dévoilé à proximité du Parlement. Peut-être pas le 4 juin, je crois que les travaux ont pris du retard. Il consiste en une grande rampe le long de laquelle sont engrainés, si j'ai bien compris, les noms des municipalités de toute la Grande Hongrie, c'est-à-dire Hongrie actuellement, et des territoires perdus, ou seulement des territoires perdus, je ne sais plus. En tout cas, il suscite j'ai un peu une énorme controverse, mais il y a eu quelques critiques en disant il a un aspect révisionniste, etc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les raisons de la controverse et en quoi il va consister? J'ai pas d'informations sur les préparations de monuments. Ce que je peux dire en tant que historien, c'est que j'ai l'impression que de point de vue esthétique, il y a relativement peu de critiques là-dessus, parce que c'est un monument qui rassemble beaucoup au mémorial de Yad Vashem ou un certain nombre de mémorials d'Holocauste ou d'autres événements douloureux. C'est-à-dire, c'est une rampe, on descend vers une flamme éternelle qui s'appelle le Settartozás-láng, donc la flamme de la communauté hongroise, disons. Mais les critiques portaient surtout sur les noms qui ont été écrits. Moi, je suis suis assez sceptique sur les monuments en général, mais j'ai pas de problème à ce qu'il y a un monument sur la place Kossuth. Il n'y a pas de
mémorial central pour le traité de Trianon, ce qui quand même mérite d'être commémoré. Bon. Deuxièmement, le problème à partir de ça pose qu'est-ce qu'on peut y mettre. Il y avait une autre proposition, un historien assez connu a proposé, András Gerő a proposé qu'on y mette des noms de famille, parce qu'il s'agit des gens. Ça pose énormément de problèmes également, qui sont Kovacs, c'est un nom hongrois, croate, slovaque, comment on écrit, est-ce que... Bon... Cette histoire de mettre tous les noms hongrois d'ailleurs, de ces municipalités perdues et non perdues après le traité de Trianon, peut être considérée comme une tentative révisionniste. Certainement par un certain nombre d'États voisins, ça le sera. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ça ne veut pas dire qu'on veut reconquérir ces territoires. Donc le message est complètement trompeur. D'ailleurs, juste pour le parallèle, il y a quelques années à Bucarest, on a regravé le nom de Budapest sur l'Arc de Triomphe dans la capitale roumaine, comme l'armée roumaine a occupé Budapest en août 1919. Ce qui n'est pas non plus très amical. Mais très franchement, personnellement, vu que je ne circule pas tous les jours devant, ça me dérange pas personne plus particulièrement. C'est-à-dire, j'insisterai plutôt sur, en quelque sorte, sur l'empathie. Tous les sondages le montrent que la grande majorité des Hongrois est très confiant dans l'Europe, bizarrement, malgré tout ce qui a été et tout ce qui est dit sur l'Europe, sur la place publique. Même un des plus europhiles, la population, une des plus europhiles en Europe centrale, ce sont les Hongrois. Deuxièmement, donc il y a très peu de personnes qui veulent une révision des frontières. Entre soit 10 et 20% de la population se déclare favorable à une révision des frontières. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Quel type de révision? Est-ce que ça veut dire qu'on est prêt à envoyer un fils se battre aussi Oui, justement, dire mon fils, tu prends ton fusil et tu vas te faire tuer. Donc c'est juste au niveau des déclarations. Donc ils sont en minorité. D'ailleurs, bon, il y a des changements démographiques qui se sont produits depuis dans ces territoires qui rendent toute cette histoire extrêmement, je veux dire pas risquée, mais tragique dans le sens si quelqu'un essaye ce genre de choses. Donc, à partir de cela, ce qu'on attendrait, enfin, ce qui sera bien à mes yeux de la part des hommes politiques, hommes et femmes politiques des pays voisins et éventuellement une partie de l'opinion publique, qu'ils comprennent, c'est que c'est une plaie assez douloureuse pour une bonne partie de la population hongroise. Ils veulent pas de la révision, ils veulent rien, ils veulent juste ou bien se commémorer sur un territoire, sur un pays perdu, commémorer sur leurs racines, mais ils veulent pas aller outre, au-delà de cette histoire. Et comprendre cette perte, tandis que, à mon avis, une bonne partie de l'élite politique hongroise, que ce soit Fidesz ou de la gauche, est enclin à comprendre que pour le Roumain, pour la Slovaquie, c'est un événement heureux, 1918-1919, parce qu'ils ont pu créer leur propre État, du moins une pas, ils ont franchi un pas vers leur propre État, et qu'on en reste là. Donc accepter et comprendre, à la rigueur, ça pourrait marcher. Donc cette liste des municipalités ne soit pas très habile, bon, à la rigueur, je peux accepter, mais quoi d'autre à la place? Si c'est pas des noms de famille, pas des noms de quoi que ce soit, qu'il n'y a pas de nom, ok, mais quelle est la signification, etc. Donc, c'est une histoire douloureuse. Les décideurs politiques ont pris leurs responsabilités en mettant ça, parce que c'est une question politique évidente. C'est là où il y a des petits problèmes, c'est que des noms magyarisés d'ailleurs, qui ont
qui ont été très frais à l'époque. Donc même les Hongrois vivant souvent dans ces territoires n'ont pas connu ces petits villages à ce nom hongrois, sur ce nom hongrois. Je crois. Ah bon, j'ai pas encore vu le monument. Donc voilà. Donc c'est également, comme les auditeurs le savent, rien n'est simple en Europe centrale, et c'est une des choses les moins simples, cette histoire des minorités hongroises et le traité de Trianon. Mais j'espère que je pouvais donner quelques éléments là-dessus. Donc, c'est peut-être, on voulait une question pure et simple en disant que le monument est mauvais et c'est une mauvaise chose. Je ne pense pas. Enfin, il y a un certain nombre de sensibilités qu'il faut qu'on essaye d'honorer par cela. Que ça ne plaise pas à tout le monde, ça je comprends aussi, mais il faut qu'on comprenne un certain nombre de positions par rapport à cela, du côté hongrois, je veux dire. Et vous faites un travail de recherche en tant qu'historien, mais aussi pédagogique via un groupe de recherche qui a été intitulé Trianon 100, comme les 100 ans qui sont passés depuis la signature, qui est un groupe de recherche qui a été mis en place par l'Académie des sciences hongroise. En quoi consiste cette mission ? Sous question, est-ce que vous pouvez travailler de façon indépendante de toute pression gouvernementale ? Et enfin, dans le cadre de ces travaux que vous allez présenter, je crois, dans les anciens territoires perdus, justement auprès des gens, etc., est-ce qu'il y a une histoire, un personnage qui illustre l'histoire particulièrement, une anecdote qui illustre l'histoire maintenant aujourd'hui centenaire de Trianon? Pour la première partie de la question, donc ce groupe de recherche a été fondé il y a 4 ans par l'Académie des sciences. Donc c'est une appel à candidature. C'est relativement bien financé, enfin dans les conditions scientifiques hongroises. C'est le nom de toute cette appel à candidature s'appelle l'Endulette, donc élan, qui éventuellement essaye d'honorer ou de soutenir l'activité des scientifiques relativement jeunes dans tous les domaines, surtout dans les sciences, mais également dans les sciences sociales et humaines. Et donc on a proposé ce groupe de recherche qui a été accepté. Bon, le but est exclusivement scientifique, dans le sens que il y a des lacunes qu'on essaye de combler. Enfin, il y a un programme éditorial. On a édité jusque-là 11 livres, publié des plusieurs douzaines d'articles de travaux de recherche. On a organisé des colloques internationaux. On a participé à des colloques internationaux. On a organisé des colloques ici en Hongrie avec des chercheurs hongrois, et on a une page web, trianon100.hu, on a une page Facebook, on essaie de communiquer, donc il y a un travail de populariser en quelque sorte l'histoire, qui n'a pas forcément notre devoir d'ailleurs, mais ce qu'il faut quand même faire, et comme c'est un sujet assez sensible, il y a une attente de la part de la société, ça soit très bien qu'on parle de nos résultats. En ce qui concerne le harcèlement de l'Académie des sciences par le gouvernement, on n'a jamais été influencé par, il n'y avait pas de pression gouvernementale. Même il y avait certaines aides venant, par exemple, quand on subissait des attaques de la part d'une partie, donc pas toute la presse roumaine, mais une partie de la presse roumaine. Par exemple, l'ambassade de Hongrie à Bucarest nous a aidé à organiser des présentations à Bucarest. Donc on est allé à l'Académie roumaine. On est allé à New Europe College, qui est un haut lieu de recherche à Bucarest. Mais c'est vrai que quand on parle du changement de statut du réseau scientifique de l'Académie, ça a créé une très mauvaise ambiance parmi les chercheurs, parmi mes collègues, et moi-même j'étais affecté parce qu'on ne savait pas ce qui nous attend. Et il y avait même des collègues qui ont quitté le pays, qui ont accepté des offres d'emploi à l'étranger et qui sont probablement perdus pour la recherche en Hongrie. Et ce sont des personnes jeunes, et ce qui est assez douloureux. Et d'ailleurs, je ne dirais pas que si j'avais, 20 ans de moins, je réfléchirais
moi-même de prendre un certain temps d'aller à l'étranger parce qu'on ne sent pas cette... Et il y avait des attaques assez ignobles contre des collègues pour leurs travaux, et ce qui n'a pas aidé. Donc, donc l'ambiance n'était pas très bonne, ça a peut-être amélioré depuis, mais enfin bon, je suis très prudent là-dessus. Et quant aux petites histoires, c'est juste une histoire qui me passe par la tête. Que Trianon est un peu partout, juste pour vous dire. J'ai un nouveau bouquin qui sort sur le titre, c'est Trianon inconnu. Et on a beaucoup discuté avec l'éditeur sur la couverture, sur quelle photo y mettre. Et pour longtemps, j'étais pour une photo assez bizarre, une voiture blindée roumaine qui se place sur Octogone, donc une des squares principaux de Budapest. Et on voit que les bons bourgeois regardent avec effroi. Qui est un peu steampunk, donc un peu bizarre. Donc c'est pas une voiture blindée classique. Et finalement, on a décidé que ça soit moins direct. On a mis une famille, un train qui passe. C'est une image d'une base de données gratuite, fortepan.hu, qui est une magnifique collection de photos sur le web. Mais finalement, bon, on a coloré, bon, c'est joli comme tout, etc. Et c'est mon éditeur qui m'appelle un jour et me dit, écoute, j'ai regardé les crédits du photo sur Fortepan pour mettre sur la couverture. Et finalement, je suis tombé, bon, on est sur Budapest, vous n'êtes pas étonné. Il me dit, mon éditeur, je suis tombé sur une de mes anciens camarades de classe, qui est propriétaire de cette image. Donc il faut mettre. Je l'ai appelé, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il y a sur cette photo, parce qu'on voit une famille, un pont et un train qui passe. Et il me dit, écoute, et la fille m'a raconté que effectivement, on sait très exactement quand cette photo a été prise, c'est au milieu des années 20, dans une petite ville de campagne. Ce qui est intéressant, que le grand-père ou l'arrière-grand-père du propriétaire qui prenait cette photo était une cheminot qui a été avant instituteur, qui venait de Roumanie, qui vivait à Arad d'ailleurs, qui était instituteur là-bas après la venue de l'installation de pouvoir roumain, et il a été licencié. Il est devenu cheminot, travaillait pour une petite chemin de fer, mais carrément, et a été repatrié vers Budapest, vers la Hongrie, et est devenu cheminot carrément. Il écrivait très exactement cette histoire de photo, et sur la photo, c'est sa famille. Donc cette histoire, donc on a complètement mis son doigt, complètement par hasard, sur une histoire qui était encore une histoire autour de Trianon, juste une petite histoire familiale. Mais pour un Français, c'est peut-être pas aussi difficile à comprendre quand c'est pas forcément mort, c'est pas forcément terreur, c'est pas forcément, mais c'est le sentiment de la perte, de quitter son pays natal, peut-être à travers l'histoire peut-être de l'Algérie, ou la fin de la domination, de l'administration française en Afrique du Nord, et les 1 million de rapatriés, ça fait un petit peu comprendre que cette douleur, ce sentiment de manque est assez présent, même aujourd'hui, dans la société hongroise, même si on n'exprime pas, et même si je rajoute encore une fois, il ne s'agit pas de révision ou de faire la guerre à qui que ce soit, etc. C'est juste garder la mémoire d'une passé qui est perdue, probablement pour toujours. Moi, ce sera le mot de la fin. Merci, Jacques Bloncy. Merci pour l'invitation.